Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart. Un rendez-vous tous les jours que vous pouvez retrouver également en replay sur le site de bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez bien sûr nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien évidemment sur cette semaine noire sur les marchés financiers français la semaine dernière depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en France. On a également évidemment noté que le spread franco-allemand s'est tendu durant toute la semaine. Alors d'abord en lien avec un pic sur l'OAT à 10 ans en France, traduisant une certaine nervosité en ce qui concerne le risque politique français, puis en lien avec une sorte de mouvement vers la dette allemande faisant baisser le taux du Bund à 10 ans, alors même que l'OAT à 10 ans retrouvait ses niveaux d'avant dissolution. Des mouvements de marché obligataires que nous ne manquerons pas de décrypter dans un instant en plateau. Nous regarderons de près évidemment aussi la tendance du côté des marchés actions, un CAC 40 qui aujourd'hui temporise sur la séance, tente de reprendre quelques couleurs après avoir perdu en une semaine toute sa performance depuis le 1er janvier. Le risque politique en France va-t-il rester à l'ordre du jour sur les 3 semaines d'élections législatives anticipées, ou le marché va-t-il progressivement intégrer ce nouveau risque? Nous poserons la question à nos invités dans un instant. Et puis du côté des marchés américains, là aussi la pause est de mise, mais sur une tendance différente, notamment sur le Nasdaq après ses records de la semaine dernière. Nous reviendrons également là-dessus dans Smart Bourse. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans Marché à thème, nous vous proposons de visionner à nouveau l'interview d'Alexis Dupont, directeur général de France Invest, à propos de la démocratisation du private equity. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons donc tout de suite avec le point bourse de la journée, un point bourse avec Pauline Gratel. Bonjour Pauline. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors on a annoncé effectivement, on est revenu sur l'actualité des marchés financiers la semaine dernière. Début de semaine sur les marchés boursiers, notamment à la Bourse de Paris. On rappelle qu'en fin de semaine se tiendra cette échéance des 4 sorcières, Pauline Gratel. La semaine s'annonce toujours compliquée pour la Bourse de Paris. Tout à fait. Les incertitudes quant au contexte politique français pèsent toujours sur le marché. On rappelle que le CAC 40 a effacé tous ses gains depuis le début de l'année, perdant 6,2% la semaine dernière. Aujourd'hui, la Bourse de Paris se maintient au-dessus des 7500 points. Les bourses européennes évoluent dans le vert ce lundi, au début d'une semaine d'échéance sur les marchés avec l'expiration de différents produits dérivés. Si on regarde maintenant du côté du marché obligataire, les investisseurs surveillent toujours de près le spread entre l'Allemagne et la France, Pauline. Oui, et d'ailleurs, les responsables de la Banque Centrale Européenne ont affirmé à Reuters qu'ils n'ont pas l'intention à l'heure actuelle de lancer des rachats d'urgence d'obligations pour venir en aide à la France. Le rendement de l'obligation à 10 ans en France est autour de 3,15% aujourd'hui, celui de l'obligation à 10 ans allemande autour de 2,40%. Enfin, la paire euro-dollar reste au plus bas depuis 2 mois, avec 1 euro sous 1,07$. Si on regarde à présent du côté des indicateurs économiques qu'on suit régulièrement dans Smart Bourse, on note une remontée de l'indice Empire State de la Fed de New York, Pauline. Oui, l'activité manufacturière dans la région de New York diminue toujours, mais moins que prévu. L'indice s'établit à -6 en juin, après -15,60 en mai. Des indicateurs chinois également étaient attendus. Oui, les investisseurs ont pris connaissance de la production industrielle chinoise du mois de mai, qui augmente de 5,6% sur un an. C'est inférieur aux attentes et au mois précédent, où la production industrielle ressortait en hausse de 6,7%. Toujours en Chine, les ventes de détail pour le même mois ressortent au-dessus des attentes et du mois précédent, en augmentation de 3,7% en mai sur un an, contre 2,3% en avril. Et alors un mot valeur à présent, Pauline, dans l'actualité. Atos rebondit de plus de 20% au cours de la séance. Oui, et signe ainsi la plus forte hausse du SRD et du SBF 120. Cette hausse intervient alors que Eviden, une entreprise du groupe Atos, remporte un contrat avec la Direction générale de l'armement. Dans le reste de l'actu du côté américain, Goldman Sachs relève son objectif de cours du S&P 500 pour 2024 à 5600 points contre 5200 précédemment, citant la forte croissance des méga-capitalisations technologiques.
Et on finit avec l'agenda de demain. À quoi s'attendre demain sur les marchés, Pauline, en tout cas en ce qui concerne les indicateurs économiques ou financiers? Demain, les investisseurs seront attentifs à l'indice ZOO allemand du mois de juin. Ils prendront connaissance de l'estimation finale des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mai. Côté américain, ils attendent les ventes de détail et la production industrielle du mois de mai. Merci beaucoup, Pauline Gratel, pour ce point bourse. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Planète Marché. Et c'est parti à présent pour Planète Marché. Nous avons une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Aujourd'hui, pour tenter de décrypter effectivement cette actualité financière, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Éric Turgeman. Bonsoir Éric Turgeman. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest Asset Management. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Julien Nebenzal. Bonjour Julien Nebenzal. Bonsoir Nicolas. Bienvenue, vous êtes administrateur d'Advise. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également Laurent Denise. Bonsoir Laurent Denise. Bonsoir. Global CIO chez Oddo BHF. On va peut-être commencer avec vous, Éric Turgeman. On va parler marché obligataire. On va essayer de comprendre un petit peu, refaire peut-être la séquence rapide, j'ai envie de dire, de la semaine dernière sur les marchés obligataires. Dimanche soir, annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale française. Différentes tractations, différentes rumeurs, différentes actualités, différentes nouvelles pour savoir à quoi ressemblera l'échiquier politique dans 3 semaines. Et on a constaté quand même un écartement du spread franco-allemand assez important pour 2 raisons différentes. D'abord, c'est mon analyse, je vous laisse donner la vôtre dans un instant, mais de ce qu'on peut lire effectivement, plutôt en lien avec une sorte de nervosité sur la dette française en début de semaine et plutôt en lien avec une sorte de mouvement presque d'un certain nombre d'investisseurs, de flux sur la dette allemande en fin de semaine. Oui, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas le lundi que ça s'est tendu. En fait, on s'attendait à ce que ça s'écarte lundi matin. Il y a une toute petite tension de quelques points et ça s'est accumulé au fur et à mesure. Bon, la raison est très simple, c'est qu'on essaie de faire des projections... Sans rentrer dans la politique, on est obligé d'essayer de savoir ce qui va se passer. Bien sûr. Il y a à peu près 3 solutions. Et après, c'est très dur de les probabiliser, mais donc une solution où donc on aura une majorité, on va dire, nouveau Front Populaire, une autre RN, et puis la troisième, et qui devient de plus en plus mince, c'est la majorité un centre, quoi. Et le problème pour les marchés, c'est que les 2 probabilités de gauche ou de droite sont budgétivores, en fait. Ça a déjà été, les programmes ont été annoncés. On part de centaines de milliards. Et à partir de là, si vous creusez le déficit budgétaire, très logiquement, la dette... Bien sûr, oui. Voilà. La prime de risque augmente. La prime de risque augmente, voilà. Ça, c'est donc un réflexe tout à fait normal dans la mesure où justement la note de la France venait d'être dégradée par S&P en considérant effectivement que le budget n'était pas assez équilibré. Donc si vous dites on va encore dépasser 50, 100 ou 200 milliards de plus, soit vous créez un déficit et là c'est normal que les taux s'envolent, soit vous essayez de l'équilibrer, et là aussi ça peut faire peur. Comment on l'équilibre? Par des hausses d'impôts, et ça c'est ce qui explique la chute de la bourse. Voilà. Mais donc voilà, le mouvement des taux, c'est que va sortir? On n'en sait rien du tout. Hein. Bien sûr, oui. C'est une élection à 2 tours, il y a des projections, mais on ne peut pas forcément se baser sur les européennes pour avoir la vision de ce que sera l'Assemblée. Donc l'incertitude, déjà les marchés n'aiment pas. Et avec un spread, si vous avez un spread qui a 50-60 points de base, vous dites autant aller sur l'Allemagne qui paraît un peu plus sécure, d'où l'écartement du spread. Et du coup, ça a influé sur tous les autres pays périphériques, parce que si vous allez sur l'Allemagne, vous vendez un peu les périphériques, et du coup, l'Espagne, l'Italie, etc., ont pâti du cas français. Mais c'est intéressant parce que dans les commentaires, dans les analyses qu'on peut avoir de ce spread franco-allemand, il y a cette idée que finalement, la semaine dernière, la France était plus dans un comportement de pays périphérique que ce qu'on avait l'habitude d'avoir jusqu'alors. Parce que jusqu'à présent, la France était effectivement considérée comme corps, parce que la politique était... ça a toujours été un peu laxisme, enfin plus ou moins rigoureuse, avec la volonté notamment de Bruno Le Maire de réduire les déficits. Alors, on avait du mal à le faire, mais en tout cas cette volonté. Si vous changez complètement de politique en disant de toute manière, quoi qu'il en coûte, on va aggraver le budget, là vous passez dans un périphérique. Mais
Ce qui est aussi intéressant, bon, ça c'est le côté anxiogène. Après, le côté plus rassurant, c'est de voir que toutes les aventures qu'il y a pu avoir dans les autres pays européens, au sens large, entre guillemets, ça s'est bien fini parce que, enfin, entre guillemets, les marchés ont besoin, enfin, les politiques ont besoin des marchés pour financer l'économie. Donc, vous ne pouvez pas laisser les taux français partir à 10%. Donc, à un moment donné, Liz Truss, en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, avait tenté d'avoir quelque chose d'assez laxiste. Bon, ça lui a coûté sa place, ça a duré quelques semaines. En Italie aussi. Voilà. Donc, les marchés aussi peuvent se dire, c'est pour ça que ça reste à peu près contenu. Bon, ok, il y a les effets d'annonce, et puis après, quand il faudra bien trouver les sous, on va rentrer, on va revenir sur des promesses. C'est déjà un peu le cas côté RN avec la réforme des retraites. Voilà. Il y a quand même une question, c'est combien de temps ce spread va-t-il continuer, sans même continuer à s'étirer, combien de temps va-t-il rester effectivement dans une zone plus tendue que ce qu'on a pu connaître jusqu'à-là ? Ça va dépendre déjà des sondages à venir. Et puis, vers quoi on va basculer. Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Donc après, plus vous avez un budget déficitaire dans vos annonces, et plus le spread va s'écarter. Laurent Denise, on parlera des marchés actions dans un instant. On peut effectivement, ça peut commencer à faire un début de réponse, mais globalement, on a des marchés obligataires qui scrutent de près des programmes politiques qui changent tous les jours, je l'ose, en ce moment. Vous avez raison. On a commencé à pricer justement ces déficits potentiels, et donc le Rassemblement national, même si vous avez raison, on n'a pas encore en fait l'intégralité du programme, ça tournerait autour de 3% du PIB. Je rappelle qu'on a déjà un déficit de 5%, donc 5 plus 3, ça ferait 8. Bon. Mais alors, le nouveau Front populaire, là, on est plutôt vers du 9%. Donc là, effectivement, on se rapproche plus de la Grèce. Donc, c'est pas la même. Donc, effectivement, il va y avoir un effet rattrapage, puisque les marchés ont commencé à sanctionner et vont être l'accord de rappel. Mais pour autant, attention en fait à une éventuelle majorité absolue de l'un des pôles extrêmes. Et là, je crois qu'il faut quand même parler un tout petit peu du mode de scrutin et en fait de la probabilité que ça puisse se mettre en place. Mais en fait, ça, c'est vraiment le risque. En fait, il est vraiment que le Rassemblement national ait la majorité absolue. Et je crois que le marché sous-estime ce risque aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce mode de scrutin à deux tours, le fait que ce ne soit pas la proportionnelle mais la majorité absolue fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est le taux de participation qui va être la clé. Or, on a essayé de modéliser ça. Si on a un taux de participation qui est aujourd'hui autour de 50%, mais qui revient vers les 60%, alors qu'il était à 70% dans les années 90, donc juste 10%, parce que le sujet est d'importance, en fait, on devrait avoir en fait un Rassemblement national qui est en mesure d'avoir la majorité absolue avec entre 35 et 38% des votes. On n'est pas à 50%. Bien sûr, oui. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a plus de triangulaires, et donc les triangulaires sont gagnés par le parti qui a le plus de votes. Et ça, c'est pas bien pricé pour les marchés. Et aujourd'hui, en fait, nous, on reste très, très prudents, et on pense, en fait, que même s'il y a effectivement cette corde de rappel, les mesures populistes potentiellement mises en place par le Rassemblement national, la baisse de TVA sur les produits de première nécessité. Enfin, chaque mesure, vous les pricez, c'est à peu près 10 milliards, sans parler effectivement de la retraite. Bon, alors là, il y a effectivement je dirais une marche arrière toute. Donc, mais juste un point, une année en fait de moins sur la retraite, c'est à peu près 15 milliards. Donc 64-60, ça fait 60 milliards. Il parlait de 62 milliards, donc on est dans les 30 milliards. Vous rajoutez 10 milliards pour les trois mesures phares du Rassemblement national, on est à 50 milliards. On est encore dans une trajectoire extrêmement compliquée pour la France. Et donc, des spreads qui, à notre avis, aujourd'hui, sont un peu complaisants. Nous, on est très prudents. Je voulais réagir là-dessus. Des marchés actions, enfin notamment un CAC 40 qui a effacé sa performance depuis le début de l'année, un spread franco-allemand qui dure quand même dans le temps. Alors effectivement, peut-être contenu, mais qui dure. Vous dites,
on n'a pas encore pricé peut-être le pire du risque politique en France. Je pense qu'on n'a pas, compte tenu de la trajectoire déjà du déficit sur PIB autour de 114% et de la dette sur PIB autour de 114% et du déficit budgétaire, oui, on a eu un downgrade de S&P, ça ne va pas s'améliorer. Et même si on a le scénario, je dirais le plus favorable, qui est pas de majorité, donc un gouvernement technique comme on a pu le voir en Belgique ou en Italie. C'est le scénario peut-être le plus favorable. Là, ce sera un blocage total. Pourquoi ? Parce que M. Macron ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant un an. Et donc là, on est dans un cheminement où il ne va rien se passer, pas de réforme. Donc une trajectoire de la dette qui va continuer à se détériorer. Donc cette configuration, elle n'est pas bonne. Elle sera sanctionnée par les marchés. Et donc on est dans une configuration où on a du mal à voir le positif aujourd'hui. Et je pense que le spread n'est pas pricé. Et puis après, il faut avoir aussi, et on est une banque franco-allemande, donc il faut avoir en tête ce que pensent les Allemands. Les Allemands considèrent les Français maintenant plutôt du côté des périphériques. Donc attention quand même à peut-être cette dislocation de la zone euro. Et c'est aussi pour ça que la dette allemande a été favorisée. C'est aussi pour ça, et vous l'avez très bien dit, qu'on a des inquiétudes, et là c'est le rapport au marché actions, sur la croissance de la zone euro. Pourquoi ? Parce que justement, cette dislocation peut amener des problématiques au niveau européen, de flux, de capitaux et puis même d'investissement. Donc c'est pas bon, de confiance au final. Donc oui, une certaine prudence en ce moment. Ça veut dire, si je vous suis, Laurent Denis, que le risque politique français n'est pas un risque spécifique à la France, ça devient un risque pour la zone euro aujourd'hui ? On peut parler de risque systémique ? Non. On n'en est pas là. On est d'abord dans un risque français, mais si ce risque français se matérialise, et on verra comment il se matérialise, ne voyons pas le pire, mais s'il se matérialise, oui, on aura à terme des problématiques au niveau européen. C'est d'une évidence. Sans conteste. Donc, est-ce que c'est pour aujourd'hui ? Non. Est-ce que c'est pour demain ? Oui. Donc, attention, cette dynamique qui se met en place, qui n'est pas bonne. Ce couple franco-allemand qui était déjà un peu à l'arrêt, M. Macron, M. Scholz ne s'entendent pas. Bien sûr. Demain, en fait, des politiques budgétaires qui sont complètement différentes. Je vous rappelle, en Allemagne, c'est la politique du Schwarz-Null. Vous ne pouvez pas avoir un déficit. Et puis, le ratio de dette sur PIB, il est à 66%. On va vers du 120%, 66%. Il y a un moment où ça ne marche plus. Donc attention quand même. Ouais. Julien Nebenzal, toujours sur ce sujet, un petit peu, on refait la semaine dernière, on tente de comprendre ce qui s'est passé, en tout cas avec la lorgnette des marchés obligataires pour le moment. Comment vous avez vécu cette semaine dernière en tant qu'observateur des marchés financiers ? La première chose que j'ai regardée lundi, mardi, alors ça a l'air d'être à contretemps, c'est le spread italien. D'accord. Parce qu'en fait, je voulais voir si ce qui se passait en France avait déjà, et je rejoins justement le refuge là vers la dette allemande, correspond en fait à dire qu'est-ce qui va rester si ça marche pas si bien que ça l'Europe là pendant quelques trimestres. La dette allemande. La dette allemande, voilà. Donc je voulais regarder s'il y avait une sorte, non pas de contagion, mais de réaction immédiate sur une autre zone fragile du point de vue monétaire. Voilà. Maintenant, je fais juste un point sur le cycle de la dette rapidement parce que en comportement, dans l'analyse comportementale, ça aide à structurer en tout cas un point de vue. Le cycle de la dette, c'est dans une zone monétaire, qu'elle soit organisée par un dictateur ou par une démocratie, c'est d'abord des investissements et des dépenses qui permettent de créer de la valeur. Et puis, comme ça marche, on en fait un peu plus. On commence à émettre un peu plus de monnaie. Puis à un moment, le rendement commence à baisser. C'est le fameux mécanisme classique de l'efficacité marginale des investissements qui est en train de baisser. Et du coup, ce qu'on fait, pratiquement dans tous les cas de figure, c'est qu'on monte encore plus l'investissement. On dépense encore plus, on investit encore plus, et on se retrouve avec une masse monétaire, finalement, qui ne permet plus de réaliser des améliorations du point de vue économique et donc aussi du point de vue social, éventuellement. Quand on est face à ça, ce qui peut se passer, c'est comme tout n'est pas investi, le prix des actifs a tendance à monter. C'est un peu l'inverse d'une dépréciation de la monnaie. Quand les prix des actifs montent, ceux qui en détiennent relativement bien patrimonialement, bien en fait, la valeur de leur patrimoine progresse plus vite que ceux qui en détiennent moins, parce qu'ils sont moins lotis. Donc on assiste systématiquement dans ces cas de figure à un accroissement des inégalités. C'est ce qui s'est produit. Et c'est ce que les gens ont vu dans tout l'Occident. On l'a vu avec Trump, on l'a vu d'une certaine manière avec le Brexit, on est en train de le voir là. Il y a juste une couche supplémentaire qui est arrivée, c'est qu'avec une masse monétaire importante, si dans l'intimité de l'économie, on a des blocages type la reprise Covid et
les problèmes d'approvisionnement. Bien sûr. On a l'inflation qui arrive, et là, l'inflation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche en priorité ceux dont l'essentiel du revenu part dans la consommation. C'est eux qui sont impactés. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ils voient quoi, les gens? Ils voient cette fameuse Startup Nation qu'ils assimilent à un monde globalisé et qui ne semble pas leur profiter beaucoup. Et puis maintenant qu'il y a l'inflation, on rajoute en plus la volonté de gérer les dépenses publiques correctement, ce qui veut dire réforme des retraites. On les met dans une situation qui est très très difficile à accepter. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que je regarde à l'Italie, c'est ce qui se passe dans toute l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. Donc le tableau, il est ici. Maintenant, il faut rajouter, dans cette lecture un peu comportementale d'un cycle de dette, il faut rajouter l'élément du Covid. Dans le cas du Covid, parce que toutes les zones monétaires, toutes les zones économiques ont réagi de la même manière au même moment, on a pu monter fortement les budgets et la base monétaire. Notamment en euros. En faisant ça, on a expliqué à tout le monde que quand on veut mettre beaucoup d'argent sur la table, on peut le faire. Et finalement, je ne dis pas que les gens ne comprennent pas ça, mais ils sont en train de dire ça va être le moment de tester toutes ces hypothèses. C'est ça qu'ils sont en train de dire au travers de leur vote. Alors, qu'est-ce que le marché il interprète de tout ça? Il dit de toute façon, je crois que je vais redire ce qui a été dit avant, mais il dit de toute façon, si vous voulez me tester, je serai là. Donc on va voir ce qui se passe si vos taux vont à 10%. Mais pour le moment, compte tenu en fait de l'impossibilité de la réalisation réelle, l'affectation réelle de ce surcroît de budget, compte tenu de cette impossibilité, moi finalement, mon taux français, il bouge pas tellement. Et ce qui peut se passer, c'est que ce soit l'Europe qui se mette à bouger, d'où le refuge sur le taux allemand. Voilà ce qui, pour moi, est en train de se passer. C'est une sorte de... Ce que fait le marché en ce moment, c'est une synthèse de toutes les probabilités, incluant celles où l'extrême droite ou l'extrême gauche va tester le marché sur ses prévisions de dépenses budgétaires. Donc pas de risque systémique, on l'a dit. Pour autant, des élections européennes qui aboutissent quelque part à une redistribution des cartes en Europe sur le volet au moins de la dette ou au moins sur le volet financier. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce qui se passe en France aura de toute façon des incidences en Europe sur les prochains mois. Alors, sans vouloir être particulièrement chauvin, mais juste pour comprendre l'étendue effectivement du risque politique en France aujourd'hui. Pour les raisons que j'ai dites juste avant, la polarisation politique et la montée des extrêmes est quelque chose qui était inévitable. En tout cas, c'est ma lecture, mais je crois que je ne suis pas le seul à Bien sûr, ça. Il y a beaucoup de gens qui le disent et qui l'expriment aussi différemment. Et je crois que ça a été le non-dit, mais vraiment très bien travaillé, de la Commission européenne von der Leyen. C'est-à-dire, leur job, c'était de faire en sorte de créer un univers où on ne laisse pas monter les extrêmes. Ils ont tout fait pour ça, tout ce qu'ils pouvaient. Et c'était déjà le cas avec Draghi avant. Enfin, là, je parle de la Banque Centrale Européenne. C'était déjà la même logique qui était là. Donc, en fait, tout est organisé pour que ces extrêmes ne passent pas. Donc, Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle est supposée dire dans ce contexte? Elle est supposée dire exactement ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, c'est votre problème. Allez faire votre test. Allez voir ce que vous pouvez faire. Et éventuellement, revenez à un principe de réalité. Parce que si à un moment, vous êtes en danger de mort, évidemment, je serai là. Mais ce qu'ils veulent simplement, c'est que pour que cette polarisation arrive un peu à, je dirais, se calmer ou s'adoucir un petit peu, ils veulent que les pôles extrêmes rencontrent cette réalité. Et c'est pour ça que c'est un test pour l'Europe c'est un des nouveaux tests pour l'Europe qui est très significatif. Le Brexit en était un tout à fait analogue, c'est la même chose. Hein. Et en complément, effectivement, la BCE peut dire on sera là si vous êtes en train de mourir, mais si vous engagez à faire ce qu'il faut pour vous sauver vous-même. C'est ce qu'elle a fait avec les autres pays. C'est-à-dire, c'est pas on fait un chèque pour faire plaisir, c'est montrez-nous. Bon, vous avez voulu jouer un petit peu, vous voyez bien que c'est pas possible, vous pouvez pas laisser filer vos taux à 10 ou 12%, donc montrez-moi que vous allez commencer des réformes ou arrêter. Et voilà. Et en fait, les marchés sont un peu complaisants, effectivement, parce que personne ne croit. C'est pas que les marchés ne croient pas à une majorité RN ou voire même Front Populaire, c'est qu'ils ne croient pas qu'ils feront ce qu'ils disent. Voilà. Parce que dans le passé, jamais les candidats, une fois qu'ils étaient au pouvoir, quand c'était un peu extrême, ont fait ce qu'ils disaient, parce qu'on est dans un monde globalisé, partout. Et ceux qui ont essayé, Liz Truss a essayé, elle a vu la livre sterling dégringoler, ça a duré quelques minutes, elle a été virée, et derrière, ils sont revenus. Donc en fait,
c'est un peu le pouvoir des marchés. Alors, si vous voulez faire abstraction de ça, alors là, vous sortez carrément de la zone euro, vous devenez un pays complètement satellite de l'Europe. Mais ça, personne ne l'a dit non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a maintenant plus aucun... C'est ça aussi qui rassure. Il n'y a aucun des deux extrêmes qui parle de sortir de l'euro, alors que le Rassemblement national, il y a encore 2-3 ans, certains y songeaient, quoi. Donc, si vous restez dans les règles de l'euro, vous ne pouvez pas faire ce que vous dites que vous allez faire. Et les marchés pensent ça. Mais peut-être qu'ils se trompent. Et en tout cas... C'est vraiment... Il n'y a plus qu'un seul paramètre. Hein. Le paramètre de l'euro, il n'est pas jouable, effectivement, parce que ce n'est pas la livre sterling, puisqu'on est à l'intérieur de l'euro. Donc, bien sûr, oui. Le seul paramètre, c'est vraiment le spread de la dette par rapport à l'Allemagne, puisqu'il est mesuré comme ça. Et donc là, effectivement, le marché ne croit pas en la mise en place de... À tort, à raison. En tout cas, aujourd'hui, si on modélise, en fait, même s'il y a une petite partie qui est mise en place, a priori, le spread est quand même un peu serré. Et surtout, c'est le seul paramètre. Et la BCE a un outil d'antifragmentation qu'elle a mis en place, mais, vous l'avez très bien dit, avec des conditionnalités. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une trajectoire de la dette qui est dans la ligne européenne, etc. Un déficit aussi qui revient dans les clous, ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui ne sera pas le cas. Donc cet outil fragmentation, il faut vraiment que la France soit en danger pour qu'il soit mis en place. Donc pour l'instant, c'est pas du tout une bouée de sauvetage. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Il n'y a pas de bouée de sauvetage aujourd'hui, hormis effectivement le fait de croire que ces mesures ne seront pas mises en place. Mais, et là, vous avez totalement raison, le problème d'un parti populiste qui va rentrer au pouvoir, c'est de se dire, si je ne mets pas ces mesures en place, eh ben, en fait, moi, je suis sorti la prochaine fois et remplacé par un autre parti. Donc, est-ce que je n'essaie pas cette fois-ci ou pas ? Et ça, c'est la vraie question. Et nous, en tout cas, c'est une probabilité qu'on ne sous-estime pas. Voilà. Mais vous avez complètement raison. Pour l'instant, les marchés restent d'un calme olympien. Mais peut-être avec, encore une fois, un raisonnement un petit peu des élites, hein, et par rapport, c'est exactement ce que vous avez montré. Hein, c'est les élites contre le reste de la population plutôt rurale, etc. Et en fait, c'est ce choix qui va être fait, hein, et ce choix avec des conséquences, et notamment les gens qui vont rentrer au pouvoir, ils sont missionnés. Alors que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, hein, ils vont avoir une mission. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens de le mettre en place ? C'est pas du tout certain. Heureusement, il y a des garde-fous. Mais attention quand même à leur volonté de le faire. Hein. Julien Nebenzal. Il y a un côté aussi un peu, peut-être pour le regarder sous un angle plus pas joyeux, mais plus souriant, il y a un côté jeu de rôle qui se passe là. Parce que les Français qui veulent... Si je prends deux exemples simples, par exemple, choisissons la retraite à 60 ans, voilà un exemple simple. Qui parle. Voilà, qui parle. Et mettons aussi la baisse de la TVA, par exemple, sur l'énergie ou sur l'essence, l'énergie, un certain nombre de choses que tout le monde consomme. Évidemment que tout le monde le souhaite, évidemment. Mais si la contrepartie de ça, c'est qu'il n'y a, par exemple, pas de crédit immobilier demain, il n'y en a pas. Il y en a à 15%, il n'y en a pas. En fait, l'immobilier, c'est le cœur de la pensée patrimoniale de la masse des Français. Donc, si l'immobilier bouge, juste dans le contexte de ce type de décision, ils vont se retrouver à dire... on a envoyé au monde politique notre message à nous, avec cette polarisation. On l'a envoyé. Mais dans le fond, on sait bien que ce n'est pas tout à fait possible. On sait bien que toutes ces choses vont coûter tellement qu'elles ne seront pas applicables. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu jeu là-dedans. En tout cas, j'essaie je veux dire qu'on peut aussi le regarder comme ça. C'est-à-dire d'amener les politiques, en signalant le mal-être profond, de les amener à chercher comment travailler encore mieux pour améliorer ce qui peut l'être, sachant, dans le fond, que toutes ces choses ne sont pas techniquement possibles, parce que, encore une fois, si elles sont mises en place, pratiquement tout s'effondre, et notamment pour les gens qui ont le moins. Et ils le verront très très vite. Ça, c'est un peu le pari des marchés aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est plutôt c'est le pari des marchés. Est-ce que c'est effectivement la démarche dans laquelle on est actuellement quand on voit alors
on est une émission financière, pas politique, mais effectivement, quand on voit finalement cette tripartite qui est en train de se dessiner, ce que vous dites, c'est que finalement, il y a une partie de programme, qui soit à l'extrême droite ou sur le front de gauche, qui finalement n'est pas fait pour être applicable. Il y a 55% des Anglais qui ont voté pour le Brexit, je crois, au moment du vote. Si c'était 55, 53 ou quelque chose comme ça. On leur pose la question 6 mois plus tard, ils sont 55% à vouloir être dans l'Europe. Une fois qu'ils se sont rendus compte des conséquences. Donc, et pourtant, pour être polarisés, ils l'ont été. Mais ils ont vu ce que ça signifiait. Et peut-être si on leur repose la question aujourd'hui, on aura encore d'ailleurs un autre chiffre. Mais pour moi, c'est pour ça que je fais tout à fait une analogie avec Trump, avec le Brexit. C'est le monde occidental, tous les pays ont polarisé leur politique et testent des choses. Mais là, encore une fois, la réalité de ces tests, le marché, il est simple. C'est l'offre et la demande, c'est mathématique. Enfin, c'est pas mathématique, mais c'est une confrontation qui donne un résultat très clair, très simple à comprendre et dont les conséquences seront perceptibles par les gens. Éric Turgeman, en réaction et peut-être avec un élément supplémentaire, l'euro-dollar au plus bas depuis 2 mois, c'est une conséquence naturelle dans le contexte actuel, une information à regarder de près. Oui, il n'y avait pas que ça. Il y avait déjà la différence de politique monétaire, puisqu'on voit que finalement la BCE a tiré la première. On ne s'attendait pas forcément. Que la Fed n'en finit pas d'attendre de faire sa baisse. On en est toujours à 0, alors qu'au début de l'année, on attendait 7 baisses. Bien sûr, ouais. Et même là, avant la dernière réunion de politique monétaire, on en anticipait 3. Maintenant, entre 1 et 2. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, donc, on voit bien qu'il y a une politique un peu plus stricte de la BCE. Bon, on ne va pas en avoir non plus 10 000, mais enfin, en tout cas, ils ont... Voilà. Donc, il y avait ça qui jouait. Puis là, effectivement, la France, c'est quand même... C'est pas la Grèce en termes de poids dans la zone euro, c'est un gros pays. C'est avec l'Allemagne. Donc là, ça arrive. Tant que c'était Tsipras, en Grèce, on regardait ça de loin, puis on disait il y aura un haircut. Et puis ils vont rentrer dans l'autre. Finalement, d'ailleurs, ils ont été obligés d'avoir une politique d'austérité derrière. Bien sûr, oui. Mais là, c'est la France. C'est quand même un des 2 gros pays de la zone euro. Donc forcément, un Américain, il se dit... Je vais revenir rapatrier chez moi plutôt que d'aller sur l'euro. Donc c'est pas... c'est quelque chose d'assez logique. Après, là, justement, je revenais sur Trump et le Brexit. Une des raisons pour laquelle les marchés sont conciliants, c'est qu'à chaque fois qu'on a annoncé des drames politiques, finalement, ça s'est toujours bien terminé financièrement parlant. Souvenez-vous, avant l'élection de Trump, on disait, mais si Trump passe, les bourses perdent 20%. Bien sûr, oui. Je ne sais pas si l'une n'a pas perdu 10 pendant 3 minutes et puis a remonté peut-être à Wall Street, et encore ça n'a pas duré. Mais maintenant, on s'est habitué à lui. Mais il y a 8 ans, ça paraît bon. Après, on a dit le Brexit. S'il y a Brexit, les bourses s'effondrent. Et à chaque fois, ça n'a pas été le cas. Donc, à un moment donné, c'est un peu Pierre et le loup. Un jour, ça va arriver. Mais en attendant, on se dit, finalement, on a surmonté Trump, on a surmonté le Brexit. Alors, on peut surmonter en France une extrême ou l'autre. Bon. Et voilà pourquoi les marchés continuent. D'autant plus que, au-delà de ça, de toute façon, ils ne pourront pas appliquer. Voilà. Ça, c'est une certitude. Ils ne pourront pas appliquer, ou alors pour appliquer quelque chose qui vous monte à 10% de déficit, il faut avoir une monnaie qui se dévalue. Et là, ils ne peuvent pas avec l'euro. Donc, à la limite, au Royaume-Uni, ils pouvaient, mais enfin, ils ont trouvé que la plaisanterie... la livre, s'est écroulé, ils ont arrêté, quoi. Donc, c'est une économie mondialisée, c'est-à-dire que voilà, il y a des flux... Donc derrière, si on va à l'extrême et qu'on ne peut plus payer les fonctionnaires, c'est... Et si on veut se faire réélire 3 ans plus tard en plus. Donc, c'est vrai qu'il y a l'horizon. Julien de Bendel le mentionne, il y a l'horizon. Oui, il faut quand même dissocier la problématique gouvernementale, l'obligation, la dette, les obligations d'État, et puis ce qui se passe au niveau des corporates, aussi bien sur la dette corporate que sur les bénéfices par action des sociétés. Et là, en France, même en Europe, c'était plutôt positif. Et donc, je crois qu'il faut vraiment dissocier le marché obligataire. On peut avoir une période là un petit peu troublée, mais après, en tendanciel, on a des améliorations. On a des tendances de résultats qui s'améliorent, des surprises économiques là aussi qui s'améliorent, au niveau européen, en France aussi, qui font qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt positif, même avec un mouvement peut-être
peut-être de basculement entre ces méga caps qui ont surperformé post-Covid, mais qui sont rattrapés dans la création de valeur, peut-être par les small caps, les mid et small caps, qui sont en train de capter une partie de cette valeur et qui sont dévalorisés. Donc en fait, il y a un moment là un petit peu compliqué français, mais je crois qu'il faut avoir 2 temps d'investissement, le temps tactique un peu plus prudent sur l'obligataire, mais sur les actions, attention à ce qu'on achète. On achète des sociétés. L'Oréal, c'est 5% de son chiffre d'affaires en France. LVMH, c'est 7,9%. Schneider, c'est 6%. Je veux dire, attention, si jamais les marchés actions baissent, attention à ce qu'on achète. Enfin, c'est pas attention, c'est regardons ce qu'on achète, et on achète des valeurs internationales. Et donc là, ça sera l'occasion de remonter dans le train de manière très conséquente. Enfin, je veux dire, des valeurs qui perdent 20%, même des bancaires. Bon, alors attention à la ponction sur les résultats. C'est là aussi où on peut avoir des mesures populistes. Mais bon, quand on parle de la BNP qui perd 20%, ou même la Société Générale, qui n'est pas forcément l'une de nos valeurs favorites, mais aujourd'hui, ça vaut 0,28 fois la valeur de la book value. Enfin, il y a un moment, il y aura un principe de réalité aussi qui fait qu'on acheter des valeurs françaises, acheter des valeurs européennes actions, ça fait du sens. Je rajouterais même, je lisais dans le magazine Investir l'histoire de cette entreprise Atlas Arteria, cotée en Australie, qui a perdu 13% sur la journée puisqu'elle détient une partie des autoroutes françaises, et on a vu que ça allait du coup jusque là-bas. Je vous pose la question différemment finalement, Laurent Denise. On achète des sociétés, et pourtant quand il y a un risque politique, même si c'est des grandes capitalisations qui font tout leur chiffre d'affaires ou une majorité de leur chiffre d'affaires à l'international, elles sont impactées directement sur le CAC 40, et pas sur une journée, sur une semaine. Absolument, mais peut-être que ça sur devient une opportunité d'achat. C'est là où il faut trier le bon gré de livret. Et alors, Vinci, les concessions autoroutières à risque, bien évidemment. Pour autant, on verra si c'est mis en place. Honnêtement, ça m'étonnerait. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Il faut quand même attendre de savoir quel va être le Premier ministre. En revanche, LVMH, Schneider, L'Oréal, Danone, leur part sur le marché français est limitée. Mais effectivement, regardez quelle est la part du chiffre d'affaires des valeurs internationales sur le marché français, c'est exactement ce qui doit être fait. Parce qu'effectivement, si c'est 50% ou plus de leur chiffre d'affaires, elles vont être impactées. Donc oui, il faut faire ce travail de sélection, et c'est peut-être là où les gérants actifs vont retrouver un petit peu de couleur. Et c'est finalement plutôt une bonne nouvelle pour nous. Julien Nebenzal, la semaine passée sur les marchés actions et notamment sur les valeurs à la Bourse de Paris, on en tire un bilan en se disant qu'effectivement c'est peut-être une fenêtre d'opportunité quand on est gérant actif, ou au contraire que ça envoie quand même un signal, parce que passer une élection, un stress sur une journée, on a connu, ou sur un début de séance on a connu, sur une semaine, ça montre quand même qu'il y a un questionnement, si je peux le dire ainsi, qui dure. Alors, sur le marché des actions, pour cette question, l'interprétation de la semaine dernière, 3 choses très brièvement. La première, le contexte toujours comportemental. Le dernier point bas, c'était fin octobre, début novembre l'an passé, 6 mois de hausse, qui commence avec un certain scepticisme tout à fait naturel dans un cycle sur les marchés actions, avec à cette époque-là 6 ou 7 baisses de taux sont possibles du côté de la Banque fédérale américaine, un truc complètement fou. Ce qui veut dire qu'on anticipait plutôt une récession qu'autre chose. Donc c'est normal qu'on ne valorise pas les bénéfices, enfin une croissance de bénéfices. On se rend compte en début d'année que finalement la croissance, ça tient plutôt bien. Le nombre de baisses de taux baisse, l'anticipation de baisse de taux baisse. Et les bénéfices commencent à sortir et les prévisions s'améliorent. C'est comme ça qu'on est monté pendant 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans un mouvement comme ça ? Il se passe que, je ne vais pas dire d'un certain pessimisme, mais d'une attitude prudente, on arrive à plus d'optimisme, c'est normal. C'est derrière nous, il n'y a pas de hausse de taux, plutôt peut-être une baisse, les bénéfices vont bien, le momentum est bon, on est sur de nouveaux sommets historiques. Le plus logique là, c'est que les gens sont assez bien exposés, la couverture elle a baissé, c'est-à-dire la protection elle a baissé, et donc s'il y a une mauvaise nouvelle, on la prend fort, c'est tout. Il y a eu une mauvaise nouvelle à un moment où, sans être hyper optimiste, on était quand même bien tranquille que les marchés actions, ils étaient partis pour bien monter. Donc la mauvaise nouvelle, elle a fait exactement son travail. Après, du point de vue de l'analyse technique, il y a, sur le marché français spécifiquement, il y a 2 sommets qui sont au même niveau. Alors évidemment, ça s'appelle un double sommet. Ce qui signifie que si on passe sous
la zone qui est délimitée par ce double sommet, on crée ce qu'on appelle une figure de renversement. Bon, elle est activée, elle existe, elle est là. Ça veut dire qu'on a un poids juste au-dessus de nos têtes de transactions, un ensemble de transactions qui est au-dessus de nous. Bon, ça va nous bloquer pendant quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est à peu près certain. Mais sur le fond, alors je reprendrai effectivement les points sur les bénéfices, mais sur le fond, le cycle économique long, celui qui a commencé pour moi en 2019, il ne s'arrête pas avant 2026, voire 2025. Donc déjà, 2024-2025, c'est bien. Le cycle court, 3 ans et demi, cycle de Kitchin, c'est pareil. Il a commencé en 2022, à l'automne 2022. 3 ans et demi, ça nous emmène plus loin. Et le momentum de l'activité déjà industrielle américaine, même si c'est pas extraordinaire, ça ne se dégrade plus. Ça remonte tout doucement, légèrement. C'est un cycle qui doit être un cycle faible en termes d'intensité économique, mais c'est un cycle qui vit comme les autres cycles. Donc la dynamique est encore très bonne pendant 1 an et demi. Et je crois que ça restera un support. Donc pour essayer de faire une synthèse de sortir du simple côté politique également. Ce qui s'est passé, c'est normal du point de vue comportemental, ça a des conséquences du point de vue graphique, mais sur la tendance de long terme, absolument rien n'est remis en cause. Et la perspective de nouveaux sommets sur les actions européennes au sens large est encore là. Si ça n'est pas des nouveaux sommets sur le marché français pour différentes raisons politiques, bon, il y aura ça. Mais rien n'a changé significativement. Ce qui peut nous arriver d'ici un ou 2 mois, c'est d'avoir une consolidation un peu sur le marché américain qui rebat un petit peu les cartes justement sur la distribution Europe, USA. Mais ça a un travail pour gérants qui font de la tactique, ça. Mais le fond reste extrêmement solide. Comme dit Laurent Denys, n'oublions pas que nous investissons dans des sociétés quand on investit en actions. Éric Turgeman, que rajouter effectivement sur ces marchés actions par rapport à tout ce qui a été dit ? Non, mais tout ce qui est dit est vrai. Simplement, le scénario central est très positif. Parce que le scénario central, c'est donc on est maintenant dans une baisse des taux. Bien sûr. C'est le pic et les résultats sont là. On pensait même d'ailleurs qu'on aurait du mal en Europe à progresser. On va peut-être progresser un petit peu, mais on va progresser. Parce que finalement, on a une croissance mondiale qui tourne toujours autour de 3%. Ce qui permet aux IPS en Europe, en tout cas, de progresser. Il y a une corrélation assez forte. Donc, on a la croissance qui va finalement pas si mal et les taux qui baissent. Bon. Donc, ça, c'est positif. Le seul problème, c'est qu'il y a des scénarios c'est qu'il y a une valorisation qui n'est pas du tout excessive, mais qui n'a pas de mou. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se permettre un grain de sable, un accident. Or, tout ça pour dire qu'il y a des scénarios alternatifs qui ne sont pas à 0 de probabilité, et qui, s'ils arrivent, effectivement, étant donné que la valo n'est pas bradée, entraîne une baisse. Alors ces scénarios-là, on n'en parle plus, mais il y a 2 guerres actuellement, qui pour l'instant sont contenues, mais ça peut dégénérer. Ça, c'est pas du tout pricé par les marchés, 0, depuis le début, ni au Proche-Orient, ni en Ukraine. On voit qu'il peut y avoir des troubles politiques internes dans la zone euro. Alors aux États-Unis, le marché tient, mais il me tient avec peu de valeur quand même. Parce que si vous enlevez les magnifiques, là, le marché américain ne fait pas une croissance. D'ailleurs, le Dow Jones, plus personne ne le regarde, mais enfin, c'est un indice quand même. Il est à 2%. Enfin, vous voyez, donc c'est le Nasdaq qui a tiré avec 5 valeurs. Le marché américain, s'il y a un accident, ça proviendra d'une mauvaise nouvelle sur une méga cap. Je ne sais pas laquelle. Nvidia qui loupe son report. Pour l'instant, personne n'y croit, mais Tesla, regardez ce qu'on disait de Tesla il y a 4 ans. Oui, bien sûr. Ouais. Ça peut monter, c'est pas que de l'auto, etc. Tesla, je ne sais pas si c'est pas 60% de baisse sur les plus hauts. Il y a on se rend pas compte, mais il y a quand même des sacrées chutes dans des gros indices. Dans le CAC 40, vous avez Kering, Kering, c'est 60% de baisse, je crois, en 2 ans. Kering, c'est passé inaperçu, mais voilà. Donc, alors, je trouve que c'est pas un gros poids. Mais le marché américain, le risque, il est plutôt là-dessus. C'est-à-dire un accident. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la technologie, etc. Très bien, Nvidia bat en permanence. Attention, quand je vois les acheteurs d'Nvidia, il y a des analystes fondamentaux, puis il y a aussi tous ceux qui ont spilé parce qu'ils avaient reçu de l'argent pendant le Covid. Donc voilà, donc on peut avoir un accident là-dessus, quoi. Et quand on est à 23 fois, enfin je sais pas, c'est peut-être ça aux États-Unis, ça dépend des indices. C'est justifié si, tant qu'on n'est pas dans un scénario alternatif. Et là, il y a eu un accident en Europe, et ça. Mais enfin, c'est le CAC 40 qui a subi, pas tellement. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, il nous reste un tout petit peu moins de 2 minutes. Laurent Denys, on a passé beaucoup de temps à parler
Risque politique en France sur les marchés. Si je vous pose la question à tous les trois, et je vais commencer avec vous, qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui? Est-ce que vous regardez des bonnes nouvelles peut-être sur les marchés aussi, ou qu'est-ce que vous regardez dans le marché à l'heure actuelle? Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles sur l'Europe, je les ai mentionnées. Des bonnes nouvelles plutôt en Chine, une stabilisation de la macroéconomie, ce secteur de la construction qui s'est stabilisé, une problématique au niveau de la consommation, mais des dépenses d'investissement qui accélèrent, des baisses de taux aussi qui permettent de stabiliser la croissance en Chine, une décélération aux États-Unis, mais qui finalement est maîtrisée, ça c'est la bonne nouvelle. Donc en fait, on est plutôt dans un environnement positif. Donc nous, on regarde vraiment ce qui nous apparaît être créateur de valeur. Donc on reste sur la tech, c'est cher, mais ça crée sa démarche opérationnelle Nvidia de 75% avec des parts de marché qui pour l'instant ne justifient absolument pas de sortir de la tech. Le luxe, ça nous paraît un segment aussi sur lequel il faut être positionné sur du long terme. Et puis on regarde des positionnements tactiques et donc je l'ai évoqué, les small et mid cap. On met de côté les small cap françaises, qu'on l'a assez évoqué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des valeurs hyper attractives en Europe avec des positionnements internationaux. Et puis sur les obligations, on regarde plutôt les obligations investment grade. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu le temps, le choix, je dirais la possibilité de faire cette erreur de surendettement pendant la période Covid et qu'elles ont des fondamentaux hyper solides. Donc 4% de rendement, voire un peu plus, finalement, ça nous paraît offrir de la valeur compte tenu d'une inflation qui décélère. En tout cas, ça, c'est notre scénario. Julien Nebenzal, rapidement. Que dire de plus? Que regardez-vous de plus? Non, rien. Je vais m'intéresser en termes de stratégie, et je viens de commencer à le faire, à pondérer plus significativement tout ce qui est produit de base, parce que je pense que le contexte alors de guerre va se développer. Ça, pas forcément immédiatement, tout ça, ça prend du temps. Va se développer et que l'enjeu des ressources sera significatif. Donc j'ai rarement des biais sectoriels, mais là je pense qu'à horizon 5 ans, le biais sectoriel produit de base me semble intéressant. Je regarde ça en particulier. Éric Turgeman, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué? Oui, non, rapidement, je ne vais pas être original. Nous on préfère le crédit IG, en fait, aux actions, où on est plutôt neutre pour les raisons que j'ai évoquées. Crédit IG, c'est un bon rendement, et les entreprises, si elles sont atteintes dans leur capacité à faire des profits, elles ne vont pas être forcément atteintes dans la probabilité qu'elles fassent défaut. Donc tout ce qu'on demande à une entreprise quand on a du crédit, c'est qu'elle rembourse. Ce n'est pas forcément qu'elle ait une explosion de son chiffre d'affaires. Donc on préfère plutôt le crédit. Oui. Merci beaucoup Éric Turgeman, co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest Asset Management. Merci Julien Nebenzal, administrateur d'Advise, et merci Laurent Denise, Global CIO chez Oddo BHF. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous vous proposons de revoir l'interview d'Alexis Dupont, directeur général de France Invest, au micro de Grégoire Favet. Alexis Dupont qui s'exprimait sur la démocratisation du non-coté, du private equity, au travers d'une étude menée par France Invest sur les actifs non-cotés destinés au grand public. Une étude menée sur 89 véhicules d'investissement déployés par 27 sociétés de gestion. L'étude a porté en fait sur l'échantillon qui existe aujourd'hui sur le marché. Je pense que l'étude est quasi exhaustive aujourd'hui sur ce qui peut toujours y avoir des petits manques, mais globalement l'étude est exhaustive et ce qu'on voit c'est que ça concerne du coup essentiellement des FCPR. Oui c'est ça, on met de côté FIP, FCPI qui ont des fonctionnements un peu différents. Qui ne représentent plus grand chose sur le marché aujourd'hui et puis qui sont plutôt le véhicule qui était utilisé dans le passé. Là le mouvement qu'on voit et qu'on avait envie d'étudier un peu dans le détail et de commenter, c'est ce mouvement sur le moins de 100 000 euros mais véhicule FCPR. Clair. Bon, quels sont les chiffres qu'on peut mettre là-dessus, là, déjà, pour quantifier un petit peu ce que cette démocratisation a apporté, effectivement, en termes de levée, d'encours, etc. Alors, on avait déjà beaucoup de chiffres dans nos collectes antérieures sur la population au-dessus de 100 000 euros, family office, personnes physiques fortunées, françaises, étrangères, tout ça, au global, c'est plus de 5 milliards d'euros, mais là-dedans, on n'avait pas tout l'échantillon, on n'avait pas toute la diversité qu'on trouve pour les épargnants en dessous de ce seuil-là de 100 000 euros, CFCPR, et on a trouvé une population qui, en fait,
fait est à la fois très intéressante, très diversifiée et quand même déjà assez largement constituée. En encours, c'est pas loin de 8 milliards d'euros et on voit une accélération très forte puisque rien que la collecte de l'année 2023, c'est pas loin de 2 milliards d'euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Sur 8 milliards d'encours total à fin 2023. Donc les choses accélèrent assez rapidement et d'ailleurs on le voit parce que l'âge moyen des fonds dans notre échantillon c'est 3 ans et demi, un peu moins de 3 ans et demi, donc ça se développe à une vitesse assez rapide. Ouais. Comment on caractérise effectivement ces fonds qui sont vraiment dédiés au grand public? Quels sont les points de différence majeurs avec la manière dont les institutionnels, eux, et depuis longtemps, se sont investis dans des stratégies, des véhicules d'actifs non cotés? Il y a des similarités, puis il y a des vraies différences, notamment en termes de constitution. Nous, ce qui nous a quand même beaucoup surpris, c'est que c'est vraiment du non coté. C'est pas du capital investissement, du private equity, c'est du non coté. Au sens large. Au sens large. Les actifs sous-jacents en fait sont beaucoup plus diversifiés que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Il y a une part importante de dette privée, d'equity, du primaire, du secondaire, des liquidités, parfois des actifs cotés. Donc on a vraiment des produits. C'est une classe d'actifs nouvelle en fait, en train de se déployer sous nos yeux et avec des différences du coup avec le monde institutionnel. Ça fonctionne plutôt en appel immédiat là où le monde institutionnel fait ce qu'on appelle de l'appel progressif de capitaux en fonction des besoins. Les sous-jacents sont plutôt plus matures en moyenne avec des courbes, ce qu'on appelle la courbe en J, donc la façon dont la valeur se crée dans le temps, qui sont un peu moins creusées. Donc on a des choses qui sont un petit peu plus lissées. C'est quelque chose d'autre. C'est plus dérisqué, on peut le dire comme ça, Alexis? Ça reste des placements oui, à risque, forcément. Non, mais bien sûr, tous les disclaimers s'allument, voilà, etc. Mais que dans cette fameuse courbe en J, là, c'est des... Mais on voit que le mix d'actifs, le mélange entre l'equity, la dette, des actifs plus matures parfois, parce que le secondaire, on a des actifs qui sont déjà un petit peu plus loin dans la courbe de maturité, donc qui sont à un niveau de rendement risque qui est un petit peu différent. Tout ça contribue à avoir des profils d'investissement, de rendement risque qui sont un peu différents aussi pour les épargnants. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Pourquoi l'industrie a fait ce choix des appels immédiats, effectivement, en capital pour cette population grand public par rapport à ce qui se pratique traditionnellement, j'allais dire, dans cette industrie Les véhicules ont été conçus pour ça, et puis c'est des problématiques assez pratico-pratiques. Ouais. C'est comme un syndic de copropriété. Quand il faut appeler les charges tous les mois, c'est compliqué. D'accord. Ah oui, c'est juste la gestion de la programmation de la trésorerie disponible, etc. pour... Oui, il y a des problématiques techniques. Sur des véhicules avec entre guillemets peu d'investisseurs plus avertis, mais qui peuvent quand même être des personnes physiques, des entrepreneurs, ça peut encore fonctionner, mais c'est vrai que quand on descend sur des véhicules qui sont commercialisés à beaucoup de gens, à des moments différents, on voit le poids des evergreen d'ailleurs dans ce paysage-là, mais on y reviendra peut-être, ce sont des schémas en fait qui fonctionnent plus de façon simple. Donc allons-y, ils font evergreen puisque c'est la grande majorité des fonds sur les je sais plus 90 ou 89 véhicules que vous avez regardés, la très large majorité, voire l'unanimité quasiment, sont des fonds ce qu'on appelle evergreen. Alors pas forcément l'unanimité, mais c'est vrai que c'est un schéma qui est vraiment surreprésenté en nombre et en poids par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché institutionnel dans cette nouvelle offre retail non coté qui est en train de se déployer. C'est pas illogique parce que un des enjeux des fonds evergreen, c'est de permettre une forme de gestion de la liquidité. Alors après, on va pas transformer des actifs illiquides en actifs liquides. On crée de la valeur dans le temps, on sait pas faire autrement. Donc on ne fera pas de miracle, mais c'est une partie de la réponse à ces problématiques de liquidité qui reste importante pour les épargnants. Et puis le fonds Evergreen, il est non daté. Donc oui, c'est ça, il faut expliquer. Evergreen, il n'y a pas de date de fin, il y en a une. C'est souvent des fonds semi-liquides, avec des possibilités de sortie qui peuvent être plus ou moins fréquentes selon les véhicules. Donc par rapport aux fonds fermés au rachat de capital investissement, c'est 10 ans. C'est un tunnel. Exactement, un tunnel, on ne sort jamais. Là, il y a des possibilités dans ce type de fonds. Et un autre avantage que ça présente, c'est que ce sont des véhicules qui du coup peuvent rester longtemps sur l'étagère de réseaux de distribution. Et on voit d'ailleurs que le marché est beaucoup en train de s'intermédier par le biais de l'assurance vie en unité de compte, et donc qui présente des avantages non négligeables. Après, le marché se crée avec une diversité. Il y a différentes stratégies. On n'est pas en train de dire qu'il y a une chose unique, mais c'était marquant dans ces résultats. C'est une caractéristique marquante, notamment par rapport, encore une fois, aux pratiques traditionnelles dédiées à des clients plus sophistiqués ou institutionnels en l'occurrence. Effectivement, intéressant de savoir comment le grand public et ses épargnants particuliers accèdent à ce private equity. Et là aussi, l'étude réalisée montre que
l'assurance vie reste l'enveloppe privilégiée pour accéder à ces unités de compte, en l'occurrence. Oui, ce qui n'est pas surprenant puisque la classe d'actifs est quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce qu'on peut trouver de façon plus traditionnelle chez un distributeur. Donc c'est intéressant d'avoir une distribution intermédiaire par des réseaux qui sont capables d'expliquer, de présenter. Voilà. Et d'ailleurs, il faut qu'on travaille aussi beaucoup à la formation de ces réseaux. Parce qu'il faut que l'information donnée aux épargnants soit très claire, précise, non trompeuse. Donc c'est un vrai travail pour nous. Mais c'est pas surprenant. Et puis l'assurance vie, c'est un élément incontournable dans le paysage français. Pierre angulaire, effectivement, de la gestion de l'épargne. Non, effectivement. Nous, on pense qu'il y a aussi un gros potentiel que l'étude ne reflète pas encore beaucoup, qui est sur l'épargne retraite. Parce qu'un des principaux freins ou problèmes parfois évoqués par rapport à la diffusion du non-coté dans l'épargne, c'est la liquidité au sens horizon de placement. Oui. Dans l'épargne retraite, quand vous investissez à 20 ans ou 30 ans, c'est un effet qui se gomme complètement. Donc ça a beaucoup de sens et on pense que la loi Industrie verte va beaucoup faire accélérer. D'autant qu'il y a eu un réel engouement pour les produits d'épargne retraite depuis leur création. Parce que ça a beaucoup de sens. Quelque part, c'est un rattrapage par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis ou autres, où il y a une part de non-coté qui reste résiduelle, mais qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver dans les produits français. Est-ce que l'adaptation de ces produits au grand public, notamment sur l'aspect liquidité, etc., est-ce que ça s'est fait au détriment de la performance ou pas ? Qu'est-ce que vous avez pu mesurer de ce point de vue-là, sachant encore une fois qu'on est sur des historiques de performance encore jeunes en la matière ? Voilà, faut être très prudent là-dessus. Les historiques sont relativement jeunes, et puis les performances passées ne préjugent pas des performances futures comme chacun sait, donc il faut être très prudent par rapport à ça. Nous, ce qu'on voit dans cette étude, qui est factuelle par rapport à ce qu'on identifie sur le marché, c'est que à âge de véhicule équivalent, ça n'a visiblement pas d'impact très important parce que la constitution des portefeuilles, le timing dans lequel ces portefeuilles se constituent peut permettre de lisser des effets différentiels. Après, évidemment, quand vous avez un fonds Evergreen dans lequel vous avez un petit peu de liquidité pour faire face à des rachats, il y a un arbitrage entre liquidité et performance qui peut se faire, mais qui n'est pas si significatif que ça. Encore une fois, tout ça étant à prendre avec prudence et à apprécier dans le temps ce qu'on fera, nous, année après année. Voilà. On a eu en revanche la satisfaction de constater que les moteurs de performance, au sens le multiple d'investissements qu'on pouvait trouver, étaient finalement pas si différents dans son approche que ce qu'on peut voir dans le monde institutionnel. D'accord. Bien que les actifs sous-jacents soient finalement assez différents. Ouais, je comprends. Et on aurait pu s'attendre à des différences qu'on n'a pas constatées aujourd'hui. Là aussi, il faut voir comment tout ça évoluera dans le temps, mais c'était plutôt positif. Ouais. Est-ce que les grands publics, les clients privés qui se sont intéressés à ces actifs non cotés, l'ont fait aussi avec des motivations d'impact ? Je pense que c'est toujours une motivation quand on s'intéresse au capital investissement. D'abord, aujourd'hui, il y a quand même finalement une offre qui émerge tout juste, mais qui part de pas grand-chose sur le marché. Et le moteur principal de ce qu'on mesure, on fait des sondages régulièrement pour voir ce qui intéresse les épargnants dans ce type de placement. Alors, la performance, ça revient. Ça c'est assez normal. Mais c'est pas le seul moteur du tout. L'aspect financé des PME, des ETI ou évidemment des startups avec une dimension locale, puisque l'essentiel de nos investissements aujourd'hui, 80% est en France, avec un placement, je dirais, tangible, qui souvent qu'on peut expliquer à sa grand-mère, c'est-à-dire même si on ne rentre pas dans les détails techniques, c'est peut-être l'entreprise du coin de la rue, quoi. C'est peut-être la PME du coin de la rue, dans laquelle d'ailleurs peut-être qu'on travaille. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est parlant et qui est recherché par les épargnants, presque plus que les objectifs de performance. Mais on le voit à travers les véhicules qui sont proposés, il y a alors il y a toute une classification effectivement autour du degré d'impact ou du degré d'engagement extra-financier qu'on veut apporter. Est-ce que ça se retrouve ou est-ce que c'est assez blend de ce point de vue-là ? Non, d'abord je pense que tous, mais c'est vrai au-delà du retail, tous les acteurs du capital investissement aujourd'hui, quand ils investissent dans une entreprise à 10 ans, aujourd'hui ne peuvent pas faire l'impasse sur le fait de la transformer sur le plan de la durabilité. Donc là ils le font tous, après ils le reflètent plus ou moins dans leurs éléments marketing, et là-dessus je pense que tout le monde est très prudent aussi pour rien dire d'inexact ou de trompeur. D'exagéré, oui. Mais au-delà de la durabilité, je pense que l'épargnant va chercher le sens, la cible d'investissement qu'on comprend, qu'on a envie d'aider, enfin une forme d'affection presque dans ce qui est fait. Ouais.
Bon, très intéressant. En tout cas, voilà, je retiens c'est 8 milliards d'encours pour le grand public dans le non coté avec le mouvement de démocratisation de ces dernières années et 2 milliards levés en 2023. Et ça grandit beaucoup. On n'a pas parlé des frais. On a quand même eu la satisfaction de constater que ce qu'on voit souvent reflété dans les publications diverses, ce sont des frais maximum qui sont dans les documents commerciaux, parce que c'est la seule information qui existe publiquement. On avait cette intuition, mais quand on regarde en pratique, les frais réels, ils sont bien en dessous des frais maximum, ce qui est bien normal, mais c'est quand même important de le dire. Voilà, c'était donc l'interview d'Alexis Dupont, directeur général de France Invest, qui revenait sur le sujet de la démocratisation des investissements non cotés au micro de Grégoire Foivet. C'est la fin de cette émission Smart Bourse et je vous donne rendez-vous demain à la même heure en direct sur Bismart.